Imaginez un océan où le soleil n'a jamais brillé, où les vagues sont du méthane liquide à moins 179 degrés, où la pression est capable d'écraser un sous-marin et où le radar détecte des objets qui n'existaient pas une seconde auparavant. En 2013, la sonde Cassini a détecté quelque chose dans les profondeurs de la mer de Kraken sur Titan. L'objet est apparu, puis il a disparu, puis il est réapparu, mais à un autre endroit. Internet lui a immédiatement donné un nom, les monstres marins de Titan. Les forums se sont remplis de théories sur des créatures géantes dormant sous la croûte de méthane, sur les cris que l'atterrisseur aurait enregistrés avant de se taire à jamais. Mais que se passe-t-il si la vérité était plus effrayante que n'importe quel mythe? Le 14 janvier 2005, la sonde européenne Huygens se sépare de la sonde mer Cassini et commence sa descente dans l'atmosphère de Titan, le plus grand satellite de Saturne. Il s'agit de l'atterrissage le plus lointain de l'histoire de l'humanité, à 1,2 milliard de kilomètres de la Terre. Le signal met plus d'1 heure pour arriver jusqu'ici. 6 instruments scientifiques se trouvent à bord de Huygens, dont un microphone. Il s'agit du premier microphone jamais descendu dans l'atmosphère d'un autre monde. 2 heures 28 minutes. C'est la durée qu'a duré la descente à travers la brume orange, dense comme la fumée au-dessus d'une ville industrielle. Les parachutes se sont ouverts normalement. Les instruments ont enregistré la température, la pression et la composition chimique, et le microphone a enregistré le son. Lorsque Huygens toucha la surface, les scientifiques à Darmstadt retinrent leur souffle. Les caméras montrèrent de quelque chose d'incroyable, des pierres arrondies, éparpillées sur une plaine sombre. Le lit d'une rivière asséchée. L'horizon était recouvert d'une brume. Cela ressemblait presque à la Terre. Presque, mais pas tout à fait. Ces pierres n'étaient pas des pierres. C'était de la glace d'eau, dure comme du granit à cette température. Et le lit de la rivière n'avait pas été creusé par l'eau, mais par du méthane liquide. Sur Titan, il pleut. Des rivières coulent, des mers clapotent. Mais tout cela est constitué d'hydrocarbures, ces mêmes substances à partir desquelles on fabrique de l'essence et du plastique sur Terre. Huygens a fonctionné pendant 72 minutes à la surface. Puis ses batteries se sont déchargées et il s'est tu pour toujours. Mais les données qu'il a réussi à transmettre ont tout changé. Titan a cessé d'être une simple tache orange sur les photos de voyager. Il est devenu un monde. Étrange, froid, mais un monde. Puis les scientifiques ont commencé à étudier les enregistrements du microphone. Et c'est là que commence l'histoire qui a donné naissance à la légende. Les sons enregistrés par Huygens n'étaient pas le silence. Il y avait du bruit, un grondement grave et monotone de l'atmosphère, le sifflement du vent en altitude, semblable au bruit d'une fenêtre ouverte dans une voiture, roulant à toute vitesse sur l'autoroute, des cliquetis et des craquements, le fonctionnement des mécanismes de la sonde elle-même, et autre chose encore, un son étrange, presque musical, rythmé, pulsatoire, semblable à quelque chose de vivant. Lorsque l'Agence spatiale européenne a publié ces enregistrements, Internet s'est enflammé. Les gens ont entendu dans ces sons des cris, des gémissements, un appel venu des profondeurs. Certains ont affirmé qu'il s'agissait des voix d'êtres vivants dans les mers de méthane. D'autres ont déclaré que la sonde avait enregistré le cri d'agonie d'une créature gigantesque. La vérité était plus prosaïque, mais tout aussi étrange. Ce son musical est le résultat du fonctionnement d'un altimètre radar. Cet appareil mesurait la distance jusqu'à la surface. Il envoyait un signal vers le bas et attendait le rebond. Lorsque la sonde était en hauteur, le signal ne revenait pas, car il était trop loin. L'altimètre changeait de fréquence, cherchant à capter quelque chose. Ces sauts de fréquence créaient ce rythme que l'oreille humaine interprétait comme quelque chose de vivant. La pareidolie acoustique, c'est comme ça que ça s'appelle. Notre cerveau a évolué pour trouver des motifs. Des visages dans les nuages, des voix dans le bruit, des menaces là où il n'y en a pas. Ça a aidé nos ancêtres à survivre. Mais ça nous fait aussi entendre des monstres dans les interférences radio d'une sonde extraterrestre. On pourrait en rester là. Mettre tout cela sur le compte de l'imagination humaine. Mais 8 ans plus tard, Cassini a observé quelque chose qui n'avait pas d'explication simple. Le 10 juillet 2013, la sonde spatiale Cassini effectue son 92e survol ciblé de Titan. Le radar scanne la surface de la mer de Ligeia, la deuxième plus grande mer d'hydrocarbures de la Lune, et détecte une anomalie, une tache brillante, là où auparavant il n'y avait qu'une surface lisse et sombre de méthane liquide. Les scientifiques ont vérifié les archives. En 2007,
Cette zone était parfaitement propre. Aucun objet, aucun reflet, juste la mer. Maintenant, il y avait quelque chose là-bas, quelque chose de la taille de plusieurs quartiers urbains. Prochaine étape, août 2014. L'objet est toujours là. Mieux encore, il a grossi. La superficie de l'anomalie a plus que triplé. Janvier 2015. Le radar scanne à nouveau la même zone. Vide, l'objet a disparu. Une équipe de chercheurs de l'université Cornell, dirigée par Jason Hofgartner, a donné à ce phénomène un nom technique un peu barbant. TFL1 pour Transiting Faint Ligeia Unnae. Mais la presse et Internet l'ont déjà rebaptisé autrement. L'île magique. Et puis Cassini a trouvé 2 autres objets similaires, mais dans une autre mer, Kraken Mer, la plus grande mer hydrocarbonée du système solaire. 500 000 km² de méthane et d'éthane liquide. C'est plus que la mer Caspienne. La profondeur dans la partie centrale est d'au moins 300 mètres. Le radar de Cassini n'a pas pu atteindre le fond. C'est trop profond. Et quelque part là-bas, dans cet abîme, des objets apparaissaient et disparaissaient. Réfléchissez-y. Une mer aussi grande qu'un petit pays, une température de moins 179 degrés, un liquide dans lequel un sous-marin terrestre gèlerait en quelques secondes. Et dans cette mer, quelque chose bouge. Internet a immédiatement rendu son verdict. La vie. Des créatures géantes émergeant des profondeurs, des léviathans titanesques, somnolents dans les abîmes méthaniques. Les forums se sont remplis de rendus de monstres, de concepts artistiques, de théories sur les civilisations sous-marines. Le jeu vidéo Destiny 2 a ajouté de l'huile sur le feu. Dans son scénario, Titan est devenu le foyer d'un gigantesque ver intelligent nommé Asha, une créature vivant dans un océan de méthane. La fiction s'est tellement mêlée à la réalité que les gens ont commencé à confondre l'univers du jeu avec des données scientifiques. Puis, en 2023, une tragédie est survenue, donnant au mythe des cris des profondeurs une nouvelle dimension effrayante. Le bathyscaphe Titan de la société OceanGate a coulé lors d'une plongée vers le Titanic. 5 personnes. Une implosion instantanée en profondeur. Et la coïncidence des noms, Titan et ce Titan, a donné naissance à une nouvelle vague de théories du complot. Les gens ont commencé à mixer les enregistrements de Huygens avec les sons d'agonie, fictifs du bathyscaphe. Le même est devenu une légende urbaine. Mais qu'est-ce que Cassini a réellement observé? Quels sont ces objets qui apparaissent et disparaissent dans les mers de méthane de Titan? La réponse des scientifiques s'est avérée inattendue, et, à sa manière, tout aussi étrange que les fantasmes sur les monstres. Pour comprendre ce qui se passe dans les mers de Titan, il faut d'abord comprendre de quoi elles sont composées. Méthane liquide, éthane liquide, azote dissous. Tout cela a une température qui n'existe sur Terre que dans les cryostats de laboratoire, moins 179 degrés Celsius. À cette température, l'oxygène devient liquide. L'acier devient aussi fragile que du verre. Et le méthane, qui est un gaz sur Terre, coule comme de l'eau sur Titan. Mais il y a une nuance. L'azote dans ce mélange se comporte de manière étrange. Imaginez une bouteille de soda. Tant qu'elle est fermée, le dioxyde de carbone est dissous dans l'eau. Ouvrez le bouchon, la pression chute et le gaz commence à s'échapper sous forme de bulles. Et c'est ce qu'on appelle la dégazage. Maintenant, imaginez cela à l'échelle d'une mer entière. Les mers de Titan ne sont pas un liquide homogène. Il s'agit d'un mélange complexe dans lequel la concentration en azote varie en fonction de la température et de la profondeur. Lorsque le mélange méthane-azote descend en profondeur, sous l'effet des courants, des marées de Saturne et des changements saisonniers, l'azote commence à se séparer. Pas instantanément, comme dans un soda, lentement, bulle après bulle. Des études ont montré que ces bulles peuvent atteindre 4 à 5 cm de diamètre. Elles remontent à la surface, s'accumulent et forment de véritables nuages à l'intérieur du liquide. Et lorsque le radar de Cassini envoie un signal vers le bas, ces bulles le réfléchissent. Le radar voit alors une tache lumineuse, un objet qui n'existe pas physiquement, au sens strict du terme. La mer de Titan bouillonne, non pas à cause de la chaleur, mais à cause du froid et de la pression. Mais ce n'est pas la seule hypothèse. En janvier 2024, un groupe de scientifiques de l'université Cornell a proposé une autre explication. Ils ont étudié ce qui se passe lorsque des molécules organiques provenant de l'atmosphère de Titan tombent à la surface des mers. L'atmosphère de Titan est une véritable usine chimique. Les rayons ultraviolets du soleil lointain brisent les molécules de méthane et d'azote. Les fragments se recombinent pour former des composés organiques complexes.
Ces composés s'agglutinent en particules et tombent lentement vers le bas. Il neige sur Titan, mais ce ne sont pas des cristaux d'eau, c'est de la poussière organique, des tholines, des substances qui n'existent pas à l'état naturel sur Terre. Lorsque ces particules tombent dans la mer, elles ne coulent pas immédiatement. Si elles sont suffisamment poreuses, comme la pierre ponce ou la mousse gelée, elles peuvent flotter pendant un certain temps. Puis le méthane liquide s'infiltre dans les pores et elles coulent lentement. Les scientifiques ont appelé cela des icebergs hydrocarbonés, des morceaux poreux de matière organique qui se détachent des côtes, dérivent à la surface, puis coulent. Ils apparaissent et disparaissent, comme des îles fantômes. Mais pourquoi les îles magiques ne sont-elles visibles que parfois? La réponse se trouve dans le climat de Titan. Oui, il y a du temps sur Titan, des saisons, des vents, des tempêtes. Une année sur Titan dure 29 années terrestres, et actuellement, l'hémisphère nord, où se trouvent les plus grandes mers, est en été. Le soleil, lointain, pâle, mais tout de même le soleil, réchauffe la surface. La température augmente de quelques fractions de degrés. Cela suffit pour modifier la dynamique des mers. En été, des vagues peuvent apparaître sur Titan. Elles sont faibles, d'une hauteur d'1,5 cm et d'une vitesse inférieure à 1 mètre par seconde. Mais elles sont suffisantes pour que les ondulations à la surface réfléchissent différemment le signal radar. Ce qui était un miroir lisse en hiver devient rugueux en été. Le radar voit des taches brillantes, là où la texture de la surface a simplement changé. Vagues, bulles, icebergs poreux, 3 hypothèses, et toutes 3 peuvent être vraies en même temps. La mer de Titan n'est pas une mare morte, c'est un système dynamique. Elle respire, elle change, elle réagit aux saisons, aux marées, à la chimie de l'atmosphère. Elle est le théâtre de processus que l'on ne retrouve sur aucun autre corps du système solaire. Il n'y a pas de monstre, mais il y a quelque chose de plus étrange encore, l'océan qui vit selon ses propres règles. Un abîme où la matière elle-même se comporte différemment, où les notions de solide, liquide et gazeux perdent leur sens habituel, et où se cache peut-être la réponse à la question que l'humanité se pose depuis qu'elle a levé les yeux vers les étoiles pour la première fois. Sommes-nous seuls? Il n'y a donc pas de monstre. Les cris provenant des profondeurs sont en réalité un altimètre radar et le fruit de l'imagination humaine. Les îles magiques sont des bulles d'azote, des vagues ou des glaces organiques poreuses. Vous pouvez fermer le dossier. Passez à la prochaine sensation. Mais les scientifiques ne travaillent comme pas ainsi. Ils ont posé une autre question. Non pas « qu'est-ce que c'était ?» mais qu'est-ce que cela aurait pu être? Et c'est là que commence la partie la plus étrange de l'histoire. En 2015, un groupe de chercheurs de l'université Cornell, la chimiste Paulette Clancy, l'astronome Jonathan Lunin et le doctorant James Stevenson, a publié un article qui a bouleversé les conceptions sur les formes de vie possibles. Ils se sont posé la question suivante. Une cellule peut-elle exister dans un océan de méthane? Sur Terre, la base de la vie est la membrane lipidique, une enveloppe d'acide gras qui sépare le contenu interne de la cellule de l'environnement extérieur. Cette membrane ne fonctionne que dans l'eau. À une température de moins 179 degrés, elle se transforme en une croûte de glace fragile. Aucune flexibilité, aucun échange de substances. La mort. Mais que se passe-t-il si l'on utilise d'autres molécules? Les scientifiques ont réalisé une simulation informatique. Ils ont passé en revue tous les composés organiques que Cassini et Huygens ont détectés dans l'atmosphère et à la surface de Titan. Et ils ont trouvé un candidat, acrylonitrile, substance toxique incolore utilisée sur Terre pour la fabrication du plastique. Sur Titan, elle est présente dans l'atmosphère à une concentration d'environ 10 parties par million. C'est peu, mais suffisant. La modélisation a montré que les molécules d'acrylonitrile sont capables de s'auto-organiser en structures similaires aux membranes cellulaires, mais elles sont retournées à l'envers. Si la membrane terrestre cache les queues grasses à l'intérieur et expose les têtes polaires à l'extérieur vers l'eau, cette structure fait le contraire. Les groupes polaires contenant de l'azote sont à l'intérieur, les chaînes hydrocarbonées non polaires sont à l'extérieur, vers le méthane. Les scientifiques ont appelé cela azotosome, du latin azote et du grec soma, corps, cellule théorique pour la vie méthane. La nouvelle s'est répandue dans le monde entier. La vie est possible sur Titan. Pas telle que nous la connaissons, pas basée sur l'eau. Une vie qui respire l'hydrogène, se nourrit d'acétylène et existe à des températures
où les organismes terrestres ne survivraient pas une microseconde. Mais la science, ce ne sont pas seulement des découvertes, ce sont aussi des vérifications. En 2020, des chercheurs de l'Université technologique de Chalmers en Suède ont mené une modélisation plus approfondie. Ils ont utilisé des calculs quantiques pour comprendre si les azotosomes pouvaient réellement se former. Le résultat était décevant. Oui, l'azotosome est une structure stable. Une fois créée, elle ne se désagrège pas. Mais le problème, c'est de la créer. Les calculs ont montré que, dans les conditions qui règnent sur Titan, l'acrylonitrile a tendance à se cristalliser. Il se transforme en glace moléculaire, au lieu de s'assembler en membrane. Cela ne signifie pas que la vie sur Titan est impossible. Cela signifie simplement que les azotosomes sont une voie peu probable. La nature, si elle existe là-bas, doit trouver un autre moyen. Et là, on se retrouve face à un autre problème. Le temps. Les réactions chimiques dépendent de la température. Plus il fait froid, plus les molécules se déplacent lentement. Elles entrent moins souvent en collision. Les processus durent donc plus longtemps. À moins 179 degrés, les réactions se déroulent des millions de fois plus lentement qu'à température ambiante. Si sur Terre, une bactérie se divise en 21 minutes, une cellule hypothétique sur Titan mettrait des décennies à se diviser. Peut-être même des siècles. Cela change tout. Oubliez les prédateurs rapides et les léviathans géants. Si la vie existe sur Titan, elle est incroyablement lente. Ce ne sont ni des poissons, ni des vers. Ce sont plutôt des films, des tapis, des colonies à croissance lente, pour lesquelles notre minute équivaut à leur année. Nous ne pourrions pas voir une telle vie en mouvement. Nous pourrions seulement constater sa présence grâce à des traces chimiques, à des changements dans la composition de l'atmosphère, à des anomalies qui ne peuvent s'expliquer par la géologie. Et c'est là qu'apparaît la libellule, Dragonfly, la mission de la NASA qui devrait changer tout ce que nous savons sur Titan. Ce n'est pas un engin orbital, ce n'est pas une sonde qui va se poser et attendre la mort. C'est un hélicoptère, un drone de la taille d'une voiture équipé de 8 rotors capables de voler dans l'atmosphère dense de Titan. Il peut se déplacer d'un point à un autre, prélever des échantillons à différents endroits. Le lancement est prévu pour juillet 2028, arrivée prévue en 2034, près de 7 ans de vol jusqu'au système de Saturne. La libellule n'atterrira pas sur la mer. Elle se posera dans la zone équatoriale parmi les dunes de sable organique. Mais sa mission est de rechercher des composés chimiques prébiotiques, des molécules qui pourraient remettre les précurseurs de la vie, des traces indiquant jusqu'où l'évolution organique est allée dans ce monde, même sans eau, même dans ce froid inimaginable. 3 ans de recherche, des dizaines d'atterrissages, des centaines de kilomètres parcourus au-dessus d'un paysage qu'aucun être humain n'aura jamais l'occasion de voir de ses propres yeux. Et puis, les données, les réponses, ou de nouvelles questions, parce que Titan sait surprendre. Nous avons commencé par les monstres, par les cris venus des profondeurs, par les îles magiques qui apparaissent et disparaissent dans les abysses méthaniques. Nous sommes arrivés à des bulles d'azote, des glaces poreuses et des vagues d'1,5 centimètre de haut. Cela ressemble à une déception, comme la victoire d'une réalité ennuyeuse sur une belle légende. Mais réfléchissez-y. À 1,5 milliard de kilomètres de la Terre, il existe un monde où il pleut, où coulent des rivières, où clapotent les mers. Pas d'eau, mais de substances utilisées comme combustible sur notre planète. Un monde où les pierres sont faites de glace et le sable de molécules organiques, où le ciel est orange et le soleil un point terne qui émet 100 fois moins de lumière que chez nous. Et dans ce monde, quelque chose se passe. Les mers ne sont pas mortes. Elles changent, elles réagissent aux saisons, elles bouillonnent d'azote. Elles engendrent des objets qui dérivent à la surface et disparaissent dans les profondeurs. Nous n'avons pas trouvé de Léviathan, mais nous avons trouvé une dynamique, des processus, un système qui vit, non pas au sens biologique, mais au sens géologique, et peut-être aussi dans le domaine biologique. Mais cela se produit si lentement que nous ne pouvons pas le voir. C'est tellement différent que nous ne savons pas quoi chercher. Le Titane est un miroir. Il nous montre ce que pourrait être la Terre si elle s'était formée plus loin du Soleil, ou ce qu'elle deviendra lorsque le Soleil commencera à mourir et que les températures sur les satellites extérieurs atteindront un niveau où le méthane deviendra liquide. C'est une fenêtre ouverte à la fois sur le passé et sur l'avenir, et c'est une leçon d'humilité. Nous avons l'habitude de penser que la vie est synonyme d'eau, d'oxygène, de carbone
et de température modérée, qu'elle nécessite des conditions similaires à celles de la Terre, que s'il existe des êtres vivants ailleurs, ils doivent-ils nous ressembler, au moins de loin. Titan dit, ce n'est pas obligatoire. La chimie de ce monde est différente. La physique est la même, mais fonctionne dans d'autres domaines. Le temps est différent. Ce qui est un instant pour nous est une époque là-bas. Ce qui est une époque pour nous est un instant là-bas. S'il y a de la vie là-bas, nous pourrions ne pas la reconnaître. Elle pourrait être tellement différente que nos instruments, conçus pour détecter les biosignatures terrestres, passeraient tout simplement à côté. Et c'est là que réside l'horreur principale. Non pas dans les monstres inventés par Internet, mais dans la prise de conscience de notre aveuglement, de la limitation de nos représentations du possible. L'espace n'est pas vide. Il regorge de mondes, de lunes, d'océans, d'eau, de méthane, d'ammoniac, d'endroits où peuvent se dérouler des processus que nous sommes incapables d'imaginer. Nous avons envoyé Huygens sur Titan. Il a fonctionné pendant 72 minutes, puis s'est tu. Nous avons envoyé Cassini, qui a tourné autour de Saturne pendant 13 ans avant de brûler dans son atmosphère. Nous enverrons la Libellule, et elle volera au-dessus des dunes oranges jusqu'à ce que sa batterie nucléaire soit épuisée. Chaque appareil photo, c'est un instant. Un flash de lampe torche dans l'obscurité infinie, on éclaire une toute petite partie, on voit des ombres sur les murs et on essaie de comprendre ce qu'il y a là, au fond. Il n'y a pas de monstre, mais l'abîme existe. Il est réel, froid, indifférent, et elle attend.